Du coup, bonjour à tous, bienvenue au quatrième webinaire de la fédération TND. Moi, je suis Julien Delanne, je suis médecin dans le service de génétique, médecin généticien, et puis je m'occupe du centre de référence sur les troubles du développement intellectuel de cause rare. Et du coup, moi, c'est Chloé Sagnol et je suis neuropsychologue dans le service de génétique. Du coup, l'intervention aujourd'hui va se passer en trois parties. La première, on va vous faire une petite présentation sur le trouble du développement intellectuel. Ensuite, on aura le témoignage de monsieur et madame Léger, qui sont les parents de Delphine, qui présente un trouble du développement intellectuel à cause d'une maladie génétique, qui vous explique tout ça après. Si on a un petit peu de temps sur la fin, on pourra faire des questions-réponses. Alors, si cette fois-ci ça marche, on va commencer du coup. Donc c'est le quatrième webinaire. Aujourd'hui, on va s'intéresser au handicap intellectuel, comme notre le DSM-5. Il y a déjà eu le premier webinaire qui était généraliste sur les troubles du neurodéveloppement. On en a eu un sur les TSA et un sur les troubles de communication, et vous pouvez retourner les voir sur le YouTube de la plateforme. Donc, le trouble du développement intellectuel, c'est le terme qui est noté dans la CIM-11, la classification internationale des maladies. Dans le DSM-5, c'est plutôt handicap intellectuel, le terme qui est noté, mais on parle de la même chose. C'est à peu près les mêmes personnes qui font les deux classifications. La classification internationale des maladies, c'est plutôt une classification à visée, je sais pas, je dirais un peu administrative, pour que les gens parlent dans tous les pays un peu de la même chose. Et le DSM-5, c'est vraiment sur le plan diagnostic que ça compte. En tout cas, les deux classifications tendent à se regrouper, à parler des mêmes choses plus on avance dans le temps. Donc, ce trouble du développement intellectuel, c'est défini par trois choses. Une limitation significative du fonctionnement intellectuel. Donc, c'est là-dedans qu'intervient la psychométrie avec le fameux chiffre de QI, inférieur ou égal à 70. Et une limitation des comportements adaptatifs, des compétences adaptatives, c'est-à-dire les difficultés qu'il peut y avoir dans le domaine de la vie quotidienne, que ce soit l'autonomie, le travail, la communication, etc. Et pour parler de troubles du développement intellectuel, ça doit survenir pendant la période du développement, c'est-à-dire dans l'enfance. Donc, ces troubles du fonctionnement cognitif, c'est, regardez, s'il vous plaît, si vous pouvez couper les micros quand vous arrivez, merci. C'est calculé avec les échelles de Wechsler. C'est selon une courbe de Gauss qui s'est donnée, comme beaucoup de mesures, avec le score moyen au milieu à 100 et que pour le trouble du développement intellectuel vers moins de déviation standard à autour de 70. Donc initialement, le trouble du développement intellectuel, c'était vraiment que défini sur le chiffre de QI avec différents degrés de sévérité. Entre 70 et 55, on parle de TDI léger, de 55 à 40 de TDI modéré, entre 40 et 25 de TDI grave ou sévère, et moins de 25 TDI profond. Maintenant, c'est insuffisant de vouloir juste classer, donner un trouble du développement intellectuel en prenant en compte que l'efficience intellectuelle, puisque comme on a vu dans la définition, les compétences adaptatives doivent être prises en compte. Alors, ces compétences adaptatives, à l'heure actuelle, il y a une seule échelle validée qui permet de les évaluer. Cette échelle, elle s'appelle la Vineland 2. Donc là aussi, les résultats, ils sont mis sous forme d'une courbe de Gauss, comme vous voyez sur le schéma ici, avec une moyenne à 100. Ça évalue en 4 domaines: la communication, la vie quotidienne, la sociabilisation et la motricité. Alors, ces compétences adaptatives, comment c'est apparu? Initialement, en fait, c'est quelque chose d'assez pragmatique, posé sur l'observation, avec du coup différents domaines, 10 domaines initialement qui ont été décrits, à savoir l'autonomie, le travail, la communication, les soins personnels, etc. C'était vraiment les répercussions dans la vie quotidienne des difficultés intellectuelles. Ces compétences adaptatives, maintenant, dans le DSM-5 et la CIM-11, ils les ont regroupées sur 3 domaines, ce qui permet un peu d'expliquer après les différents niveaux de troubles du développement intellectuel, ce qu'on va voir juste après.
Donc le premier, ça va être le domaine conceptuel. En gros, c'est un peu tout ce qui va rentrer dans les acquisitions au niveau scolaire. Donc ça peut être le langage, l'écriture, le calcul, résolution de problèmes, etc. Le deuxième domaine, c'est tout ce qui va concerner les compétences sociales, c'est-à-dire la compréhension des situations sociales, l'attention portée aux autres, la communication avec les autres, etc. Et enfin, le dernier, c'est le domaine pratique. Ça va être plus la vie quotidienne, apprendre et gérer dans ses soins personnels, gestion de l'argent, la maîtrise du comportement, etc. Et donc, c'est des notions qui sont un peu abstraites, hein, notion de TDI léger, modéré, sévère, et donc ils donnent des exemples pour montrer un peu ce que c'est. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de personnes au webinaire qui travaillent ou des parents de personnes qui connaissent des personnes avec des troubles du développement intellectuel, et forcément, vous pouvez voir des personnes qui ont un TDI léger, mais qui ne vont pas rentrer dans les cases qu'on donne. C'est un peu un ordre d'idée pour dire en moyenne, qu'est-ce que c'est d'avoir un trouble du développement intellectuel léger. Et puis, il y aura le diapo, vous aurez le diapo après, comme ça, si vous voulez, voilà, pour retourner dessus. Donc, on va reprendre les trois domaines précédents. Donc, un TDI léger, qu'est-ce que ça fait? Dans le domaine conceptuel des apprentissages, souvent, chez les enfants jeunes, c'est difficile de remarquer. Il peut y avoir un retard de développement ou un décalage dans les acquisitions, mais pas forcément. Et les difficultés, elles arrivent plus au niveau de la scolarité, notamment quand il faut apprendre des choses plus complexes comme la lecture, l'écriture, le calcul. À l'âge adulte ou dans l'enfance plus tard, c'est des difficultés avec l'abstraction qui vont surtout venir et vraiment des difficultés pour résoudre des problèmes. Ils ont des approches très concrètes parce que, difficile, ces capacités d'abstraction. Aussi, il y a des difficultés dans tout ce qui est les fonctions exécutives, c'est-à-dire la planification, l'élaboration de stratégies, etc. Dans le domaine social, c'est des patients qui peuvent être décrits plutôt comme immatures dans leur relation par rapport à d'autres personnes du même âge. Et ils ont des difficultés à comprendre les codes sociaux. Il y a vraiment un risque de crédulité pour ces personnes. Et enfin, dans la vie de tous les jours, c'est des personnes qui peuvent être autonomes pour leurs soins personnels, peut-être avec besoin d'aide quand même pour les tâches les plus complexes, comme aller faire les courses, gérer l'argent, etc., prendre les transports. Ils peuvent réussir, ces personnes, à trouver un emploi en milieu ordinaire, certains, mais ça reste toujours des fonctions simples, plutôt répétitives pour eux. Ils peuvent avoir besoin de soutien, mais ils peuvent faire pour élever une famille ou prendre leurs décisions par rapport à leur santé, etc. Ensuite, les personnes qui auraient un trouble du développement intellectuel moyen, là, on va pouvoir le déceler plus tôt avec un retard de développement qui va plus être marqué sur le plan du langage. On peut avoir un développement de la marge dans les normes, mais le langage va souvent être touché. En tout cas, ça prédominerait sur le langage, le retard de développement. À l'école, pareil, c'est des difficultés dans l'acquisition de toutes les compétences, d'autant plus que les compétences deviennent complexes après. Dans la vie de tous les jours, il y a des différences qu'on note par rapport aux autres personnes du même âge dans la communication, les comportements sociaux. C'est des personnes qui ont très souvent accès au langage, mais qui restent assez simples dans les idées, les phrases, etc. Il y a quasi tout le temps des grandes difficultés à interpréter les codes sociaux pour ces personnes. Dans la vie de tous les jours, il peut y avoir une autonomie dans les tâches personnelles, mais ça demande une éducation prolongée avec beaucoup de rappels, de redites pour arriver à apprendre ces tâches. Le travail autonome, il peut être possible pour ces patients, plutôt en milieu protégé. Alors ça, c'est tiré du DSM-5. Clairement, en France, je pense que c'est loin d'avoir la majorité des personnes qui ont un trouble du développement intellectuel moyen qui peuvent travailler, mais dans des milieux protégés, des milieux adaptés, c'est possible pour ces personnes d'avoir une activité.
Ensuite, dans le TDI grave ou sévère, là, ça se repère beaucoup plus tôt. C'est des personnes qui ont beaucoup de mal à comprendre le langage écrit, à acquérir les notions de quantité, de temps, d'argent, à manipuler les chiffres. Dans le domaine social, vraiment, le langage oral peut être limité à quelques mots, des phrases simples. La communication sociale, ça reste assez limité. Dans la vie de tous les jours, c'est des personnes qui ont souvent besoin d'aide pour les tâches quotidiennes, pour pouvoir faire les tâches ménagères, etc. Ils ont besoin d'aide, mais ils peuvent participer à ces tâches. Et l'acquisition un peu des compétences pour ces personnes, c'est vraiment beaucoup de rappels, beaucoup d'enseignements prolongés et du soutien pour les tâches. Et toutes ces incompréhensions, ces difficultés de communication, ça peut mener à des comportements inadaptés, des troubles du comportement chez ces patients. Enfin, les patients qui ont un TDI profond, souvent c'est des patients qui peuvent être polyhandicapés et en fait la présentation va varier suivant les autres atteintes sensorielles, motrices, etc. qui peuvent être associées chez ces patients. Ensuite, un petit mot sur les causes du trouble du développement intellectuel. Euh, La génétique, donc ça date de 2014, donc un petit peu vieux dans le cadre de la génétique cet article, mais plus de 45% des cas de causes génétiques. Et dans les autres causes qu'on peut retrouver, ça peut être des complications de la prématurité, l'environnement, par exemple la consommation d'alcool pendant la grossesse. Et vous voyez sur le graphique, tout à droite, des troubles du développement intellectuel idiopathiques, c'est-à-dire sans cause retrouvée, et probablement que là-dedans, il y a beaucoup de causes génétiques qui n'étaient pas diagnosticables à l'époque. Une autre chose intéressante, c'est le ratio homme-femme, où on voit que ça touche plus souvent les hommes. Et ça, une partie de l'explication, c'est lié au fait qu'il y ait chez les femmes 2 chromosomes X versus un seul chez les garçons. Et donc, chez les femmes, il y a plus une protection des maladies liées aux chromosomes X que les garçons qui n'en ont qu'un seul. Et un petit mot sur les diagnostics différentiels du trouble du développement intellectuel tel que rapporté dans le DSM-5. Donc il y a les troubles neurocognitifs, où là on est plutôt sur une perte des fonctions cognitives, et ça va plutôt être des troubles qui vont pas débuter dans l'enfance. Par contre, attention, toujours les troubles peuvent être associés, notamment l'exemple de la maladie d'Alzheimer. Par exemple, les personnes qui sont porteurs d'une trisomie 21, ils ont un trouble du développement intellectuel en général lié à leur maladie, et ils sont plus à risque de développer cette maladie d'Alzheimer en grandissant, et donc ils auront à ce moment-là un trouble du développement intellectuel et un trouble neurocognitif qui va se rajouter par-dessus. Ensuite, les troubles de la communication et troubles spécifiques des apprentissages. Ceux-là, ils se distinguent par le fait qu'il n'y a pas d'atteinte des fonctions cognitives. Mais par contre, dans les dernières classifications, maintenant, ces troubles peuvent être associés. On peut avoir un diagnostic de trouble du développement intellectuel ou handicap intellectuel selon la DSM-5 et un trouble de la communication associé. Enfin, le trouble du spectre de l'autisme. Donc, trouble du spectre autistique et trouble du développement intellectuel, c'est souvent associé. Parfois, ça peut être très difficile aussi de savoir s'il y a un trouble du spectre autistique seul ou un trouble du développement intellectuel associé, de par la difficulté d'interagir avec les personnes et de pouvoir passer les tests chez ces patients. Je me rapproche un petit peu. Alors, moi, je voulais vous parler du bilan neuropsychologique. C'est une étape clé dans la démarche diagnostique, en fait. L'objectif de ce bilan neuropsychologique, ça va vraiment permettre de comprendre le fonctionnement cognitif du patient, de préciser vraiment le diagnostic fonctionnel. Et ça va nous permettre de dégager des points forts et des points faibles en fonction du patient qu'on a en face de nous. Et du coup, grâce à ça, on va pouvoir adapter la prise en charge aux besoins du patient et potentiellement aussi adapter l'orientation scolaire, voire proposer des aménagements à l'école si besoin. Dans le bilan neuropsychologique, il y a toujours des étapes clés. Il se compose de 4 grandes étapes, en tout cas de 3 grandes étapes. Il y a l'entretien anamnestique qui est hyper important pour retracer l'histoire de vie du patient et ça va permettre de faire le point sur les difficultés actuelles du patient.
Et puis ensuite, on va passer au bilan psychométrique. Ça, c'est vraiment une étape fondamentale dans le bilan neuropsychologique, puisqu'en fait, ce bilan psychométrique, il va permettre d'évaluer le niveau intellectuel du patient, l'efficience intellectuelle. L'objectif pour nous, c'est vraiment d'évaluer de manière très objective les compétences du patient et de proposer une évaluation standardisée et normée. C'est vrai que les normes, en tout cas l'étalonnage qui peut être fait dans différents tests, ça va pouvoir nous donner vraiment une idée objective du fonctionnement du patient. À chaque fois, on va comparer les résultats du patient à d'autres enfants du même âge que lui pour savoir un peu où est-ce qu'il en est. Finalement, le bilan neuropsychologique, il ne se résume pas qu'à un simple bilan psychométrique. On va pouvoir utiliser d'autres outils pour évaluer différentes fonctions cognitives comme l'attention, les fonctions exécutives, la mémoire, la cognition sociale, etc. Et puis, on va pouvoir aussi compléter le bilan neuropsychologique avec des questionnaires qui vont permettre d'évaluer d'autres sphères comme la qualité de vie du patient, la qualité de vie des aidants, l'anxiété, l'humeur, etc. Il en existe plein, je ne vais pas les détailler aujourd'hui, mais en tout cas, il en existe plein. Alors, pour commencer un petit peu sur ce qui est le plus connu finalement, les échelles de Wechsler, c'est vraiment des échelles qui sont les plus connues. Il en existe plusieurs et en fait, on va vraiment essayer de choisir ces échelles en fonction de l'âge de l'enfant, mais aussi en fonction des difficultés de l'enfant. Pour ce qui est de la WIPSI, c'est vraiment la première échelle de Wechsler qui va concerner vraiment le jeune enfant, voire l'enfant et ça va aller jusqu'à 7 ans et 7 mois. Finalement, pour la version des plus grands, on retrouve 3 exercices ici qui vont évaluer 5 grands domaines que sont la compréhension verbale, le traitement visio-spatial, la mémoire de travail, donc la mémoire à court terme et le raisonnement et puis la vitesse, la rapidité d'exécution. Finalement, ces 10 épreuves, dans la WIPSI, c'est des exercices qui sont plutôt ludiques, qui font appel à la manipulation et cetera et ça va permettre vraiment de mobiliser vraiment bien l'enfant, puisque c'est assez attrayant en fait, pour lui. Alors je continue un petit peu. Finalement la WISC 5, c'est celle, la plus connue dans les échelles de Wechsler puisqu'on l'utilise beaucoup, beaucoup. En fait, c'est une échelle qu'on utilise pour les enfants de 6 ans jusqu'à 16 ans et 11 mois. On retrouve toujours 10 épreuves dans cette batterie-là, qui évaluent, les 5 indices principaux, donc les mêmes choses, on évalue vraiment les mêmes choses. Mais finalement, le matériel utilisé ici est beaucoup moins ludique, le niveau d'exigence est un peu plus élevé, puisque voilà, l'enfant grandit, donc on a un niveau d'exigence un peu plus élevé et puis le matériel, est donc, moins visuel. On va faire appel, un peu plus au langage, en tout cas voilà, on va demander à l'enfant de parler, de s'exprimer. Je continue un petit peu puisqu'il existe une avant-dernière, échelle de Wechsler, c'est la Weiss 4 qu'on utilise pour les adolescents et pour les adultes aussi jusqu'à 80 ans. Donc là, on a toujours, ces 10 épreuves qui vont évaluer 4 grands indices principaux ici. Donc on a la compréhension verbale, le raisonnement perceptif, la mémoire de travail et la vitesse de traitement. Ces 10 épreuves, c'est un petit peu des épreuves qui sont similaires à la WISC. Il y a quelques points de différence néanmoins et là encore, le niveau d'exigence est d'autant plus élevé puisque là, on va, évaluer, voilà les adolescents et les adultes donc le niveau de difficulté est plus élevé que sur la WISC. En termes de passation, ces échelles de Wechsler, ça va bien sûr dépendre de l'enfant, mais il faut compter à peu près 1 heure et demie, pour faire passer ces différents exercices, donc c'est un temps qui est quand même assez conséquent. Hop, je vais vous présenter une dernière, échelle de Wechsler qui est beaucoup moins connue. Celle-là, c'est la WNV en fait, et celle-ci, elle s'adresse aux enfants qui sont non-verbaux ou qui ont des troubles du langage, massives. Là, l'objectif de notre bilan psychométrique, c'est vraiment d'évaluer l'efficience intellectuelle, de l'enfant et non pas le langage. Donc finalement, on va proposer un matériel qui n'implique pas du tout le langage, où les consignes sont vraiment présentées visuellement, où l'enfant va pointer, ses réponses. Mais en tout cas, on ne va pas demander à l'enfant de s'exprimer.
On va vraiment évaluer l'efficience intellectuelle sans passer par le langage. Et là, comme je vous le disais, voilà, c'est vraiment du matériel visuel. Ici, dans la WNV, c'est 4 épreuves, donc la durée de passation est assez courte finalement. On a 4 épreuves qui vont permettre d'évaluer le raisonnement, la rapidité, la mémoire à court terme. Voilà, c'est quelque chose qui est assez court finalement. Et on peut le proposer très petit jusqu'à 21 ans et 11 mois sur cette épreuve, sur cette échelle de Wechsler. Souvent, on complète par une autre batterie qui est celle-ci assez intéressante qu'on utilise beaucoup dans le service, qui s'appelle le SONAIR. Et ici, elle est un petit peu plus complète. En fait, dans le SONAIR, on a 6 épreuves pour évaluer le raisonnement, vraiment les capacités d'abstraction de l'enfant et les capacités visuospatiales. Ici, ce qui est intéressant, c'est que, au niveau des exercices, c'est très progressif en termes de difficulté et en termes d'autonomie. Finalement, on va commencer, par présenter le matériel à l'enfant, on va faire à sa place, puis au fur et à mesure, on va laisser un peu plus d'autonomie à l'enfant et l'enfant va pouvoir après réaliser seul, les exercices. Les exercices sont plutôt ludiques et assez sympas et du coup, ça permet de bien mobiliser l'enfant, sur ce matériel-là. Je continue un petit peu puisqu'on a d'autres outils, qui sont assez différents des échelles de Wechsler, puisque c'est pas des exercices papier-crayon. Là, on va beaucoup plus passer par le jeu, en fait, et c'est ce qu'on appelle les échelles de développement. L'objectif de ces échelles de développement, c'est vraiment d'évaluer le développement précoce de l'enfant. Donc on va pouvoir proposer ces évaluations très tôt, hein, pour des enfants qui sont très, très jeunes, voire chez les nourrissons, hein. Et l'objectif, c'est vraiment de savoir où est-ce qu'il en est l'enfant, en termes de développement et dans ses acquisitions. Et donc là, on va passer vraiment par du jeu avec l'enfant, avec, du matériel très, très attrayant, hein, finalement, et ça va nous permettre d'évaluer, la motricité, le langage et cetera. Alors attention, dans ces échelles de développement, ça nous permet pas d'avoir un quotient intellectuel comme on peut en avoir, sur les échelles de développement, mais là, ça va vraiment, être, vraiment en termes d'âge de développement, donc en termes voilà, d'âge d'acquisition, où est-ce qu'il en est l'enfant, dans son développement. Alors ça, c'est le Brunellesing qui est, révisé. Il est un petit peu ancien, le matériel est un petit peu ancien. Finalement, ce qu'on utilise nous dans le service, c'est la Bailey 4 qui est, beaucoup plus récente, mais qui évalue, finalement, à peu près les mêmes choses. Ça évalue le domaine cognitif, mais aussi le domaine du langage, de la motricité également, et ça va vraiment permettre de faire le point sur les compétences de l'enfant en termes de développement. Hop, je continue. Donc un point très important, qui fait vraiment partie intégrante de la démarche diagnostique dans le trouble du développement intellectuel, c'est la Vineland 2. C'est vraiment une étape, clé et essentielle pour voilà pour, finalement le diagnostic du trouble du développement intellectuel. Donc la Vineland 2, c'est un entretien semi-directif qu'on réalise avec les parents, ou en tout cas avec la personne qui connaît le mieux l'enfant, hein. Et finalement, c'est tout un tas de questions qui permet d'évaluer les compétences adaptatives en termes de communication, de vie quotidienne, de socialisation et puis, il y a un domaine aussi de motricité. Et donc en fait, on va essayer vraiment de creuser sur, les compétences de l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant met en œuvre dans son quotidien pour s'adapter à des situations? C'est, un entretien qui est assez long, qui dure à peu près 1 heure et demie. On peut aussi proposer ce questionnaire-là, sous forme de questionnaire où on va donner directement, ces questions, aux parents. Hop. Alors, on a utilisé quelques tableaux qui sont issus d'un livre. C'est un travail qui a été, fait, sur la filière nationale déficience, dont on fait partie. Finalement, c'est un travail qui est, formidable qu'a fait la filière déficience puisqu'en fait, ils ont essayé de retracer tous les outils qui existent, qu'on utilise nous dans nos bilans pour, évaluer l'efficience intellectuelle, le langage. Il y a plein d'autres domaines. Le livre est assez bien fait, donc voilà, on a mis le lien, si vous voulez le retrouver. Donc c'est tous les outils traduits en langue française qui existent dessus. Donc on a essayé de faire 2 petits cas cliniques pour illustrer un peu notre propos.
Pour préserver l'anonymat, on va inventer les prénoms des 2 patientes. Donc la première, ça sera Juliane, comme moi au féminin, et la deuxième, ça sera Chloé. Donc, la première, c'est une jeune fille de 11 ans qui vient nous voir parce qu'elle a un syndrome de l'X fragile. Et c'est une jeune qui est scolarisée en Ulysse avec la chance d'avoir une AESH à temps plein. Par contre, il persiste quand même des difficultés scolaires et il y a une question sur l'orientation. Elle a déjà eu un bilan psychométrique qui donnait une suspicion de TDI léger. Donc avant de continuer, le syndrome de l'X fragile, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie qui va toucher plutôt les garçons. Parce que c'est comme on a expliqué tout à l'heure, l'histoire d'un seul X chez les garçons et de 2 X chez les filles. Et c'est une maladie qui va toujours donner un trouble du développement intellectuel, ou quasi toujours donner un trouble du développement intellectuel chez les garçons, associé à d'autres particularités que Chloé détaillera un peu dans l'évaluation. Chez les filles, c'est plus variable. Dans à peu près la moitié des cas, ça va donner des troubles du neurodéveloppement, mais quand même 30% des filles peuvent présenter un trouble du développement intellectuel. Alors en fait, Julienne, elle a déjà eu un bilan, qui a été réalisé par une psychologue en libéral, et elle a utilisé donc la WISC-5 pour évaluer l'efficience intellectuelle de Julienne. Là, je vous ai mis un petit peu le tableau des résultats. On retrouve donc en ligne, les différents indices, hein, les domaines cognitifs qu'on a évalués avec la WISC-5. Et en fait, globalement, on retrouve des résultats qui sont très inférieurs par rapport à ce qu'on pourrait attendre pour son âge, à Juliane, avec voilà, un point fort dans le domaine visio-spatial, mais globalement, on a des résultats qui sont très chutés. Finalement, moi, je la reçois pour compléter un petit peu ce bilan puisque, voilà, la WISC-5, on va pouvoir essayer d'apporter, d'autres éléments, voilà, sur son fonctionnement. Et donc du coup, j'ai proposé, donc la Vineland 2 à sa maman. Et finalement, ce qu'on voit, sur la Vineland 2, c'est qu'on a de belles compétences en termes adaptatifs avec, voilà, un indice de vie quotidienne qui a des compétences tout à fait adaptées par rapport à ce qu'on pourrait attendre pour son âge, une communication qui, se situe dans la norme faible et une socialisation qui est un petit peu fragile. Mais globalement, on voit que, en termes de vie quotidienne, elle a, acquéri, plein de compétences assez riches finalement. Hem Et ce que la maman a pu me dire, ici, c'est que, finalement, au quotidien, elle se débrouille très bien toute seule. En tout cas, elle fait plein de choses toute seule. Toutes les routines du quotidien, elle les connaît, elle les applique sans qu'on ait, besoin de l'étayer, en tout cas de l'aider au quotidien. Elle participe plutôt bien à la maison. Voilà, il y a plein de choses qu'elle connaît et qu'elle fait, en fait, dans son quotidien. Donc finalement, ça nous a un petit peu interrogés, hein, quand on compare les résultats à la WISC-5 et versus, les résultats à la Vineland 2, on se retrouve avec un niveau intellectuel limite, voire inférieur à la norme et un niveau socio-adaptatif dans la norme faible. À noter que finalement, quand, la psychologue scolaire, elle a fait passer, la WISC-5, Juliane, en fait, elle n'était pas hyper disposée à réaliser les différents exercices, elle était plutôt opposante et ça, c'est un facteur qui rentre en compte, finalement dans l'interprétation des résultats puisque ça va influencer, en fait, les résultats qu'on va obtenir et du coup, finalement, on se retrouve avec des résultats qui sont pas hyper représentatifs, des réelles capacités de Juliane. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas retenir le diagnostic de trouble du développement intellectuel au vu de ses compétences adaptatives, pardon, qui sont globalement plutôt préservées. Par contre, avec les différentes évaluations qu'on a pu proposer en complément, on a pu évoquer le diagnostic de trouble du langage chez cette patiente. On a aussi évoqué un trouble déficitaire de l'attention sans hyperactivité. C'est une jeune fille qui papillonne beaucoup, qui se distrait très facilement, et cetera. Et puis on retrouve chez cette patiente des traits autistiques assez marqués et une anxiété significative. Ça, c'est des choses qui sont assez typiques du syndrome de l'X fragile. Ensuite, le deuxième cas clinique, donc c'est une petite Chloé de 10 ans qui est venue en consultation de génétique. Elle était scolarisée en IME et dans son histoire, il y avait un retard de développement prédominant sur le langage.
Elle a été adressée en génétique dans le cadre de ses difficultés et on en a profité pour faire le point. Et comme elle n'avait jamais eu de bilan neuropsychologique, je l'ai réorientée pour faire le bilan. Alors du coup, moi j'ai reçu cette jeune Chloé pour voilà, évaluer un petit peu ses compétences. C'est vrai que les parents, ils étaient vraiment en demande de ce bilan pour vraiment comprendre les difficultés de Chloé. Et donc du coup, j'ai proposé dans un premier temps une WISC 5 et on voit que les résultats sont très inférieurs par rapport à ce qu'on pourrait attendre pour son âge, avec un point fort au niveau visio-spatial. En revanche, tout le reste, on a un effet plancher avec des notes standards à 1 hein, dans pas mal d'épreuves. Et donc du coup, j'ai complété ça avec une Vineland 2 et là, on se retrouve avec des résultats qui, pareil, sont quand même globalement, très inférieurs par rapport à ce qu'on pourrait attendre, pour son âge dans le domaine de la communication, de la socialisation et de la vie quotidienne. En revanche, les parents, quand on a un petit peu, pris le temps de réaliser cette Vineland 2, ils m'ont vraiment expliqué qu'il y avait eu un gros, gros travail de fait autour de l'autonomie pour que vraiment cette jeune, elle puisse être le plus autonome possible dans les actes de la vie quotidienne que sont l'habillage, la douche et cetera. Et c'est des parents qui, la sollicitent beaucoup en fait au quotidien pour qu'elle participe aux tâches à la maison, hein, que ce soit pour la cuisine, pour les tâches, ménagères et cetera. Et c'est des parents qui la sollicitent beaucoup et là, en fait, on le voit très bien dans la Vineland puisque finalement, on a des résultats qui sont, conformes à ce qu'on pourrait attendre pour son âge. Donc finalement, hop, pour revenir un petit peu sur les conclusions de ce bilan-là, on a des capacités cognitives globales qui sont majoritairement inférieures à la norme, des compétences adaptatives qui sont inférieures à la norme également, mais des compétences en termes d'autonomie qui ont bien évolué grâce au travail qui a été réalisé à l'IME et grâce aussi, aux parents, hein, aux sollicitations des parents. En termes de diagnostic, ici, dans le cas de Chloé, on a un trouble du neurodéveloppement assez complexe puisqu'il associe un trouble du développement intellectuel, un trouble des fonctions exécutives et un trouble du langage, plutôt sur le versant expressif, sur la compréhension. Il faut savoir que le QI, il est plutôt stable finalement, le quotient intellectuel, l'efficience intellectuelle, il est plutôt stable dans le temps, hein, dans une vie. Mais finalement, en termes d'adaptation et de capacité adaptative, on peut évoluer grâce à un travail très spécifique. Ce travail, il est un petit peu plus long chez ces enfants-là qui sont porteurs d'un trouble du développement intellectuel, puisqu'ils ont besoin de beaucoup de répétitions. Mais en tout cas, c'est des patients qui peuvent évoluer sur ce type de compétences-là. Eh ben, merci pour votre attention. On va laisser afficher cette page. On la remettra si on coupe tout à l'heure pour que vous puissiez scanner le QR code et puis dire ce que vous avez pensé, ce que vous voulez qu'on améliore sur le webinaire. Et on vous a remis la date des 2 prochains webinaires. Donc 20 juin pour le prochain sur les troubles du comportement d'origine génétique, du coup par le centre de référence du même nom. Qui s'appelle Genopsy en cours. Et le 17 novembre, c'est le CRTLA qui fera le TDAH. Du coup, on va faire les questions à la fin, s'il nous reste un peu de temps, parce que maintenant, on va laisser la parole à monsieur et madame Léger, comme on vous l'a annoncé au début. Hop. On vous laisse la parole pour nous raconter un peu votre parcours et l'histoire de Delphine. Oui, bonjour. Nous sommes là pour témoigner du parcours de Delphine, qui est aujourd'hui âgée de 40 ans. Elle est née en 1985. Elle est la deuxième d'une fratrie de 3 filles. Au début, l'accouchement s'est bien passé et puis très vite, on a remarqué une problématique de perte de poids assez importante et qui a inquiété le corps médical et nous-mêmes. Et donc, malgré une alimentation correcte, elle ne reprenait pas de poids. Elle a ensuite présenté des problèmes dermatologiques, de l'eczéma, qui s'est surinfecté, et ce qui a nécessité plusieurs hospitalisations.
Et donc, pendant ces hospitalisations, Delphine a beaucoup souffert de ne pas être avec nous. Elle pleurait beaucoup. Il faut préciser qu'à l'époque, ça n'existait pas les services maman-enfant, et quand un enfant était hospitalisé, il était automatiquement isolé de ses parents. Ce qui était très difficile à vivre en tant que maman, pour le reste de la famille et pour Delphine, bien évidemment. Donc, à l'issue de ces hospitalisations, nous avons récupéré Delphine à la maison. Elle a dit ses premiers mots tardivement, à l'âge de 15 mois, et elle a commencé à se mettre assise seule. Elle a fait ses premiers pas seulement à 18 mois. Oui. Mais bon, pour le médecin, quand on voyait le pédiatre, il n'y avait pas de... Oui, c'était une enfant qui se développait un peu plus lentement que sa sœur, parce que nous, on comparait beaucoup à sa sœur et on nous demandait de ne pas le faire, mais il n'y avait pas un retard qui était conséquent et qui était alarmiste. Avec le recul aujourd'hui, nous pouvons dire que chacun des intervenants a pu observer des signes, mais il n'y avait pas vraiment de cohésion pour trouver quelque chose, un diagnostic. On pensait à la mucoviscidose, on pensait à l'hospitalisme du fait des séparations. Il y avait des mots qui étaient dits comme ça, mais il n'y avait pas de... Et nous, on cherchait une maladie. Nous, en tant que parents, on voulait qu'on nous dise... On voulait un diagnostic. On voulait un diagnostic. On voulait une explication. La seule explication, c'était la séparation. C'était sur le psy, après. C'était... vous êtes trop angoissé, vous auriez dû insister pour rester vers elle, peut-être qu'il n'aurait pas fallu que cette hospitalisation ait lieu. Donc, en fait, ça fait comme un entonnoir et après, on a pu chercher une cause physique, on a cherché à résoudre le problème psychologique. Parce qu'on était aux limites de ce que les connaissances permettaient en termes de diagnostic. Je pense à l'époque. Oui. Ensuite, Delphine donc, est quand même entrée à l'école à 3 ans, à l'école maternelle. Et à l'entrée au CP, on nous a conseillé de la faire suivre dans un CAMS. Déjà en maternelle, il y avait quand même déjà des signes. Oui. La maîtresse, à la première réunion scolaire, elle nous dit cherchez les cahiers de vos enfants. Delphine, on ne trouvait pas le cahier de Delphine. Et je lui dis, on ne trouve pas le cahier de Delphine. Et elle me répond, non mais Delphine, elle ne sait pas tenir un crayon, donc elle n'a pas de cahier. Donc la maîtresse avait bien remarqué quelque chose, mais elle ne nous l'avait pas dit. Et quand on a pris rendez-vous avec elle par la suite, elle nous a dit, c'est pareil, quand elle court dans la cour de récréation, je trouve qu'elle ne court pas comme les autres enfants. Vous n'avez jamais remarqué? Non, on n'avait rien remarqué. Donc maintenant, on peut le dire ça, mais à l'époque, on ne voyait pas. Maintenant, les professionnels des écoles, ça devient des lanceurs d'alerte pour les familles. On voit beaucoup de familles qui viennent nous voir en disant la maîtresse a signalé. Voilà. Donc à l'époque, le pédiatre nous avait proposé de faire une prise en charge au CAMS pour lui faire un peu de psychomotricité. Et très vite, il s'est avéré qu'elle n'avait pas besoin de psychomotricité, que c'était un problème relationnel. Et donc, elle a eu qu'un suivi auprès du pédopsychiatre. Donc, les maîtresses, après, ont demandé certainement des tests comme dont vous parliez tout à l'heure. Elles voulaient qu'elle soit évaluée, qu'il y ait des tests. Et la pédopsychiatre n'a jamais voulu. Parce que Delphine, un jour, ça pouvait être blanc, un jour, ça pouvait être noir. Elle papillonnait. Et elle disait, faut pas la stigmatiser dès la maternelle. Non, il faut la laisser vivre. Elle est encore jeune. Et voilà. Et oui, à l'époque, ça devait être beaucoup moins répandu, l'utilisation des bilans neuropsychologiques. Ouais. Donc, elle a quand même intégré un CP d'adaptation et qui devait par la suite devenir une CLIS. Elle a su quand même reconnaître les lettres. Elle a appris à lire. Les lettres, les syllabes. Les lettres, les syllabes. Mais elle n'arrivait pas à relier les syllabes entre elles. Et les institutrices nous disaient, un enfant, quand il connaît ses syllabes, il sait lire. D'office, il sait les relier. Elle savait lire toutes les syllabes, mais elle n'était pas capable de les relier. Ça n'avait pas de sens pour elle. De même, ça n'a jamais eu de sens. Le calcul n'a jamais eu de sens pour elle. C'était compliqué. Et puis, elle a toujours eu une très bonne mémoire, par contre, de tous des événements, des choses. Apprendre des comptines, des récitations, ça ne posait pas de problème à l'époque. Voilà.
Alors, le temps passant, c'est seulement en avril 96, à l'âge de 11 ans, que nous avons demandé un bilan génétique qui s'appelait à l'époque un cariotype postnatal, qui n'avait rien démontré, parce que la science n'avait pas fait tous les progrès actuels. Donc, ça a renforcé l'hypothèse que certains étaient dus à des problèmes de comportement, probablement liés au traumatisme lié dans l'enfance. On nous a parlé d'hospitalisme. On a commencé à nous parler de psychose infantile aussi à ce moment-là. Et de troubles autistiques. Donc, elle n'avait pas le niveau pour aller en SECPA. Elle a été orientée à l'hôpital de jour à Dijon. Elle était la seule fille. Oui, elle était la seule fille. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'on a fait le deuil d'une enfant parfaite. Normale, entre guillemets. Voilà. On s'est dit qu'elle ne pourrait plus jamais rattraper le retard. On avait encore de l'espoir, mais le parcours devenait quand même compliqué. Ça, on ne vous avait pas expliqué, on vous parlait de retard à l'époque et on ne vous avait pas expliqué, comme il n'y avait pas eu de bilan neuropsychologique, on vous avait pas... On nous a dit déficience intellectuelle. On ne la voyait pas tellement, la déficience intellectuelle, parce qu'elle était au milieu de la fratrie, donc il y avait les sœurs qui compensaient, elle était stimulée par ses sœurs. Elle donnait le change aussi. Oui, elle donnait le change. Elle a appris à faire du vélo, à nager. Toute seule. Toute seule, en regardant ses sœurs. On ne lui a jamais appris. Elle n'a jamais accepté, en fait. Mais on ne se rendait pas compte. Le fait qu'elle soit au milieu d'autres enfants, on ne se rendait pas compte. Et après, il s'en est suivi un parcours institutionnel, donc elle est rentrée dans des accueils de jour, enfin tout ça. Occupationnel. Voilà. Et c'est seulement à l'âge de 24 ans, en 2009, qu'on a pu enfin avoir un test à l'hôpital, ici même. Grâce à un médecin. Grâce à un médecin psychiatre qui avait vu quelque chose chez Delphine. Il avait vu qu'elle avait des doigts longs, qu'elle avait un visage un peu particulier. Et il se posait des questions sans nous dire de quoi, enfin ce qu'il pensait, mais il nous a dit que ce serait bien de faire un test génétique. Et c'est à ce moment-là, elle avait 24 ans, qu'on a appris qu'elle avait une microdélétion du chromosome 3. Voilà. Et donc pour nous, c'était un vrai soulagement parce qu'on a enfin pu mettre un nom sur une maladie. Et, ça nous a déculpabilisés aussi beaucoup. Ouais. Et puis ça fait du bien aussi à la fratrie. Ses sœurs avaient souffert dans l'enfance. On leur disait que ses sœurs étaient folles, enfin que voilà. Et elles ont été quand même rassurées par le diagnostic. Oui. Et depuis, du coup, ça nous a permis de nous tourner vers des associations, on a été beaucoup aidés par l'équipe Relais Handicap rare de Dijon, adossé au ont été formidables avec nous. Oui. Je veux dire qu'en 35 ans, c'était la première fois où on se sentait soutenu. Oui. Et aussi par une association qui s'appelle Valentin Impact, voilà, qui a réalisé une plaquette pour expliquer un petit peu la microdélétion, ce que ça pouvait engendrer. Le parcours de Delphine. Le parcours de Delphine, oui. Voilà. Ça nous permet, quand on rencontre un soignant ou quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'est pas très au courant de toutes ces anomalies, de lui donner quelque chose, d'avoir un support pour expliquer. Donc Delphine, elle bénéficie d'un traitement parce qu'elle a eu des troubles de comportement décrits dans un établissement et elle est obligée d'être exclue de l'établissement. Voilà. Hospitalisée pour trouver un traitement parce que jusqu'alors elle n'avait pas de traitement. Et c'est à ce moment-là que la MDPH nous a fait connaître l'équipe Relais Handicap rare, qui nous a aidés pour faire un bilan sensoriel et perceptif, et puis également mettre en place un passeport santé avec
toutes les caractéristiques de Delphine. Pour les personnes qui rencontraient Delphine pour la première fois, expliquer un petit peu comment faire avec elle, l'aborder, lui parler. Oui, quand elle fait certains gestes, à quoi ça correspond. Ouais. Expliquer les problèmes de comportement. Quand elle fait telle chose, voilà, c'est qu'elle est très très angoissée, elle a toujours les mains dans la bouche, elle se ronge tout le temps les ongles. Elle peut aussi avoir un discours répétitif. En écolalie, ça peut durer. Si elle est très inquiète, ça peut durer beaucoup, beaucoup. Elle avait présenté des comportements agressifs aussi parce qu'elle avait compris que dans l'établissement où elle était, on répétait sans arrêt que la violence n'était pas acceptée dans l'établissement et que les personnes qui étaient violentes, elles étaient exclues de l'établissement. Donc ça, elle l'a très bien compris et pour la première fois de sa vie, elle a eu des comportements très violents, très agressifs. Et elle a trouvé moyen de se faire exclure, elle ne voulait plus aller dans cet établissement et nous, on n'entendait pas parce qu'on n'a pas d'autre solution. Donc en tant que parent, on se dit il faut venir. On est déjà tellement content d'avoir une place quand on en a une qu'on n'a pas le choix. On disait Delphine, il n'y a pas le choix. Et bon, elle a trouvé un moyen d'échapper. Elle sait bien faire ça. Elle n'a pas elle a le langage comme aussi, elle a quand même un langage quand même assez riche, mais elle ne sait pas l'utiliser. Enfin, c'est tourné sur ses angoisses, sur ses beaucoup. Oui. Pour les évolutions aujourd'hui, on se rend compte qu'elle a un vieillissement un peu plus rapide que les autres, parce qu'elle a présenté récemment une double cataracte blanche qui a nécessité une intervention. C'est une maladie qui survient vers l'âge de 80 ans en général. Voilà. Et le professeur qui l'a opéré nous a dit que c'était certainement lié à sa maladie génétique, qu'il y avait une particularité quand elle avait enlevé le cristallin, quoi que c'était. Et ce vieillissement prématuré des patients, c'est quelque chose qui est bien connu dans la trisomie 21, mais qui commence de plus en plus à être discuté dans les maladies génétiques qui donnent des troubles du développement intellectuel. Un vieillissement cognitif chez ces patients accéléré, qui survient plus tôt que dans la population générale. C'est quelque chose qui commence à être connu et étudié. D'accord. Elle est très, par exemple, elle peut maintenant rester enfermée dans sa chambre des heures et des heures. Si elle n'est pas sollicitée, elle n'en sort pas. Elle n'écoute pas de musique, on ne sait pas ce qu'elle fait. Elle est dans ses pensées, elle est couchée, elle est à l'abri, elle est contenue. Et là, elle est calme. Dès qu'elle sort de la chambre, c'est un flot de paroles, c'est un flot d'angoisse. Hein. On a l'impression qu'elle déverse. Je ne vais pas aller là, je reste à la maison, je ne bouge pas. C'est toujours une angoisse de séparation, toujours une angoisse de quitter la maison. Toute présence extérieure est une violence pour elle, une intrusion. Parce que du coup, maintenant, elle n'a plus de structure qui peut l'accueillir, elle est à la maison. Elle est en accueil de jour, 3 jours par semaine. Okay. Et puis une éducatrice vient à domicile également pour la solliciter, pour faire des promenades. Ça, c'est grâce à l'équipe Relais Handicap Rhin que vous avez trouvé cet accompagnement. Ah oui, qu'ils en soient vivement remerciés, parce que vraiment, ça a été formidable. Voilà pour l'essentiel, je ne sais pas ce qu'on peut ajouter. En tout cas, qu'il ne faut pas hésiter à prendre conseil, à consulter le plus tôt possible, voilà, pour ne pas perdre de temps. Et puis, maintenant, il y a des choses possibles. C'est que oui, on essaye de ne plus avoir ces parcours-là pour les enfants, mais sur tous les maillons de la chaîne, maintenant on est quand même plus sensibilisés. Bien sûr, il y a des enfants qui arrivent trop tard encore, mais oui, on ne peut plus avoir ces parcours et il y a quand même beaucoup de progrès qui ont été faits, même si ce n'est pas encore parfait dans la prise en charge. Il y a quelque chose à ne pas oublier, c'est la fratrie. Parce que les aînés ou les plus jeunes souffrent de ça. Ils n'osent pas forcément le dire. Je pense qu'ils ont besoin également d'un accompagnement, en tout cas de savoir de quoi ils retournent. Et ça, pour le coup, on est un peu en retard là-dessus. Toujours. On avance quand même, je trouve, très vite.
Eh ben, merci beaucoup pour le De rien. témoignage. Il va nous rester 5-10 minutes quoi, pour répondre aux questions s'il y en avait. Je vois beaucoup de merci pour votre témoignage. De rien. Donc, si vous voulez, pour les questions, normalement, elles seront coupées au montage, elles ne seront pas sur la vidéo. Et vous pouvez soit mettre dans le chat, soit activer le micro. Merci pour la fratrie. Oui. Je vois beaucoup de merci pour la fratrie. Ah c'est oui. vrai que Oui. Tiens, quel outil a-t-on pour évaluer l'efficience intellectuelle? Alors, dans le chat, il y a une question. Quel outil a-t-on pour évaluer l'efficience intellectuelle pour les adultes sans langage avec difficulté? Alors, hop. Finalement, en fait, moi, j'ai l'habitude de recevoir beaucoup d'enfants, voire d'adolescents. J'évalue rarement des adultes sans langage. Donc, je ne connais pas d'outils là. En tout cas, il n'y a rien qui me vient en tête. Mais après, ça peut dépendre aussi de son niveau. Parce que moi, finalement, j'ai parfois l'habitude d'utiliser des tests qui ne correspondent pas forcément à l'âge du patient que je reçois, mais je les utilise parce que le niveau correspond davantage, en fait. Et du coup, dans ce cas-là, on ne va pas utiliser les notes standards, mais on va utiliser, par exemple, des âges équivalents. Donc voilà, alors ça ne répond pas vraiment à votre question. Mais en tout cas, là, je n'ai pas en tête voilà, d'outils spécifiques qui n'évaluent pas le langage. Après, si je peux compléter un petit peu, il y a, on peut utiliser certaines épreuves de la VICE qui n'impliquent pas le langage et les utiliser de manière un peu isolée pour quand même nous donner un peu des informations sur son fonctionnement sans passer par le langage. Je vois les matrices de Raven, très bonne idée. J'y avais pas pensé. Ensuite, il y a une question pour moi pour la génétique. Donc, si un bilan génétique est actuellement négatif, quand envisagez-vous de le refaire? Évolution des techniques, épigénétique, etc. Eh bien, la question, ça dépend un peu, c'est au cas par cas. Déjà, ça dépend quel type de bilan a été fait on va dire que là, le thème, c'est le TDI, donc on va parler pour une personne qui a un trouble du développement intellectuel. Ça dépend des types de bilans qui ont été faits. Si c'est une personne qui, par exemple, s'est arrêtée à un bilan par CGHRE et qui a un trouble du développement intellectuel, elle peut revenir tout de suite en génétique parce que les techniques ont beaucoup évolué et maintenant on est plutôt dans des analyses plus poussées. Alors si la CGHRE a déjà fait le diagnostic, il n'y a pas besoin d'aller faire, hein, mais si le diagnostic il n'y est pas encore, on peut revoir. Ensuite, pour les techniques plus poussées qui ont été faites, type séquençage d'exome, de génome, ce qu'on se dit, c'est que avec un séquençage d'exome ou de génome négatif chez une personne qui a un trouble du développement intellectuel, il y a un intérêt à réanalyser les données. Les articles montrent entre 1 et 2 ans l'intérêt de réanalyser les données, on va dire 2 ans. Avant, ça a moins d'intérêt parce que les connaissances n'ont pas assez évolué, etc. Pour l'instant, tout ce qui est épigénétique, c'est plutôt de la recherche. Ce n'est pas dans le cadre du diagnostic que c'est fait. À part éventuellement quand on a des analyses ciblées, mais qu'on a déjà une piste sur des analyses d'exome ou de génome. Mais pour l'instant, ce n'est pas dans le cadre du diagnostic, on ne peut pas les proposer. Il y a des limitations à ça, hein, parce qu'on dit un séquençage de génome, on peut le réanalyser au bout de 2 ans. Ça, c'est la théorie, mais en pratique, pour l'instant, ce n'est pas possible, parce que le séquençage de génome est un peu nationalisé en France. Ça reste difficile de faire la réanalyse des données s'il n'y a pas de nouvelles choses qui sont de nouveaux signes cliniques pour les patients, parce que déjà, il faut que les personnes qui n'ont jamais eu de bilan puissent y accéder une première fois et qu'il y a beaucoup de demandes. Donc je vous laisse lire ce compte chat, il y a tout un topo si ça vous intéresse sur le gène DIRC1A.
Et après, d'autres idées pour les bilans d'un adulte avec trouble du développement intellectuel sans langage, la Vineland bien sûr, et une échelle, je ne sais pas si tu la connais, ECP, échelle de cognition polyhandicap, moi je ne connais pas. Non. Et ben, on arrive à la fin du webinaire, il n'y a pas forcément de nouvelles questions. Et ben, on va pouvoir conclure ce webinaire. Merci à tous d'avoir été connectés. Vous pouvez retrouver le replay si vous voulez le voir une deuxième fois sur le YouTube de la PEMR. Et puis, bah, on vous souhaite du coup une bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir.